Bonjour tout le monde. Donc avant de commencer, je voudrais remercier le comité d'organisation de nous avoir associés à ce congrès de la Société tunisienne de médecine nucléaire. Alors je vais parler aujourd'hui de l'état de lieu du cancer du sein en Tunisie, où on est en 2019, notre situation sur le plan épidémiologique, diagnostic, thérapeutique et pronostic. Alors je vais commencer par quelques chiffres. Le cancer du sein en Tunisie représente le premier cancer de la femme. Il représente 30% de l'ensemble des cancers féminins. Le nombre de nouveaux cas a été triplé entre 1999 et 2019. Et l'incidence standardisée estimée entre 2014 et 2019 était de l'ordre de 42 pour 100 000 habitants, soit une femme sur 14. Et les projections épidémiologiques prévoient une incidence de l'ordre de 47 pour 100 000 habitants, soit une femme sur 10. Des chiffres effrayants. Et là, on s'approche de plus en plus des femmes des pays occidentaux, où une femme sur 8 sur 9 est atteinte par le cancer du sein. L'âge moyen de survenue de cancer du sein dans notre pays est de l'ordre de 50 ans. Nous disposons de cette série que nous avons réalisée au sein de notre institution et qui avait colligé à peu près 800 patientes prises en charge par le comité des tumeurs mammaires des CHU Habib Bourguiba et Hedi Sheker de Sfax. Et là, on voit bien que le cancer du sein survient essentiellement entre l'âge de 41 et 50 ans. Donc, ce pic est situé au moins 5 ans avant ce qui se passe dans les pays occidentaux, où ce pic il est en fait décalé. Il survient essentiellement entre 55 et 64 ans. Une autre caractéristique pour notre population, c'est la fréquence de ce cancer chez la femme jeune. Et on a 10% de nos patientes qui sont âgées de moins de 35 ans. Malheureusement, on ne dispose pas de données plus récentes, mais à travers notre pratique, on est en train de plus en plus de voir des femmes jeunes qui sont atteintes du cancer du sein. Comment se fait la prise en charge thérapeutique en Tunisie? En milieu hospitalier, la prise en charge de nos patientes se fait en réunion de concertation pluridisciplinaire, des réunions qui se déroulent de façon hebdomadaire. Toutes les patientes seront examinées par 2 médecins seniors pour classer la maladie et décider ultérieurement de la prise en charge diagnostique et thérapeutique. Donc malheureusement, en Tunisie, le diagnostic est encore tardif et sur l'ensemble des séries qui ont été réalisées, la taille tumorale au moment du diagnostic dépasse les 4 cm. Nous disposons de la série de Dr Moussaï qui est une série nationale et qui a colligé à peu près 1400 cas de cancer du sein sur toute la Tunisie en 2004 et nous avons trouvé une disparité entre le secteur étatique et le secteur privé, soit une différence de 1 cm. Malheureusement, ces chiffres restent largement supérieurs à ceux qui se trouvent dans les pays occidentaux où la taille tumorale moyenne est de l'ordre de 22 mm. Certes, le diagnostic est tardif, mais au fil de notre pratique, nous avons constaté une diminution de la taille tumorale moyenne au moment du diagnostic. Et là, nous disposons des résultats de 3 grandes séries qui ont été réalisées au sein de notre institution. Et nous avons remarqué un gain de l'ordre de 6 mm en 15 ans, ce qui est peu. Voyons maintenant la répartition selon le stade T clinique. Les tumeurs sont essentiellement classées stade T2. Malheureusement, plus qu'un tiers des tumeurs sont localement avancées, c'est-à-dire classées T3 supérieur à 5 cm ou T4, c'est-à-dire qui envahissent la peau ou en profondeur les muscles pectoraux ou les cancers inflammatoires. Une caractéristique du cancer du sein en Tunisie, c'est cette forme inflammatoire qui a été longtemps étiquetée comme une forme tunisienne. Il s'agit d'une forme T4 négligée ou une forme en poussée, les PEV. Nous disposons de la première série de Dr Mourali en 1969 et la fréquence du cancer du sein inflammatoire était de l'ordre de 55%. Actuellement, les chiffres varient entre 6 à 7% et là, on s'approche des pays occidentaux. Les patientes sont métastatiques d'emblée dans plus que 10% des cas.
Selon le registre américain, le pourcentage des patientes métastatiques ne dépasse pas les 6%. Ce pourcentage a été obtenu à partir d'un bilan d'extension fait initialement d'une radiographie de thorax, échographie abdominale et scintigraphie osseuse. Actuellement, dans notre pratique et pour suivre les recommandations internationales, on demande de plus en plus un scanner thoraco-abdominopelvien, une scintigraphie osseuse associée à plus ou moins un SPECT-CT, un scanner cérébral pour les tumeurs à tropisme cérébral, essentiellement les tumeurs triples négatifs ou le HER2 positif. Malheureusement, le PET n'est pas disponible encore dans notre pays. Et là, toute la difficulté, parce que si on arrive à statuer sur la stadification de la maladie dans à peu près 95% des cas, on est parfois confronté à des difficultés que je vais illustrer à travers deux cas cliniques. Alors, notre premier cas clinique, c'est une patiente âgée de 50 ans qui avait consulté pour un nodule du sein gauche qui était suspect à l'échomammographie. Donc, on avait réalisé un scanner, un bilan d'extension fait d'un scanner thoraco-abdominopelvien qui a douté sur des nodules hépatiques, s'agit-il d'angiomes, et l'IRM hépatique avait conclu qu'il s'agit bel et bien de 2 angiomes hépatiques. La scintigraphie osseuse est revenue normale et on avait des CA15-3 en préopératoire qui étaient à 40. Notre patiente avait eu son pâté et l'examen anatomopathologique avait conclu un CCI bifocal avec lymphangite carcinomateuse, un N+/14N. L'immunohistochimie avait conclu à des récepteurs à l'oestrogène positifs, récepteurs à la progestérone négatif, les HER2 positifs et le KI 67 à 60%. Donc, on a contrôlé les CA15-3 en post-opératoire et ils étaient à 52. Donc, on est devant une situation où le CA15-3, ils sont en ascension avec un bilan d'extension qui était négatif. Et là, que faire? On a réalisé un PET au FDJ et là, ça flashait au niveau de la chaîne mammaire interne. Il s'agit bien, donc l'élévation du CA15-3 était en rapport avec cette adénopathie qui n'a pas été visualisée sur l'imagerie conventionnelle. Et là, ça change tout pour nous les radiothérapeutes parce qu'on doit inclure obligatoirement cette chaîne mammaire interne au niveau du volume cible de radiothérapie. Un deuxième cas clinique qui pose un problème de confrontation entre les différents moyens d'imagerie. C'est une patiente âgée de 54 ans qui a eu un traitement conservateur pour un carcinome mammaire gauche, classé T2N1. Donc, l'examen ANAPAT avait conclu un CCI de 30 mm, un curage négatif, un SBR3, les récepteurs hormonaux étaient positifs, le HER2 négatif et un KI à 20%. Donc, la scintigraphie osseuse, elle a montré une hyperfixation pariétale droite et une hyperfixation en regard de D7 qui était d'allure secondaire. Donc, on a complété par un scanner thoraco-abdominopelvien. Il n'y avait pas de lésion viscérale et pas de lésion osseuse sur l'étude en fenêtre osseuse. Donc, on a complété par une IRM cérébrospinale. Les lésions de la voûte crânienne visualisées à la scintigraphie correspondent à des lésions hypo-T1, hyper-T2, avec un signal d'hyperdiffusion sur les séquences de diffusion. Donc, la lésion au niveau de D7 n'a pas été visualisée. La lésion au niveau de D9, c'était un petit nodule de l'os spongieux en regard de D9. Et il y avait une autre lésion au niveau de L4, au niveau du coin antéro-inférieur de L4. Et là, nous sommes devant cette situation. Cette situation des lésions non univoques au niveau du crâne de D9 de L4, la D7 qui n'a pas de traduction à l'imagerie, et monsieur le radiologue nous répond qu'il s'agit de lésions très probablement d'allure secondaire vu le contexte. Et donc, nous sommes devant une situation où on a une lésion secondaire à la scintigraphie qui est la D7 et qui n'a pas de traduction à l'imagerie. Une lésion non univoque à l'IRM, ce sont la D9 et la L4 et qui ne fixent pas à la scintigraphie osseuse. Pour la voûte crânienne, les constatations étaient plus ou moins concordantes. Ces lésions sont non ou difficilement biopsiables. Et donc, que faire dans cette situation? On a complété par un PET au FDJ et donc toutes ces lésions flashées au niveau du PET. Et donc, on a bel et bien une classification de la tumeur complète
avec la classification moléculaire et une cartographie exhaustive des sites métastatiques. Ce bilan nous servira comme un bilan initial de référence pour le suivi ultérieur et il nous permet d'optimiser la prise en charge thérapeutique. Donc, sur le plan thérapeutique, la prise en charge du cancer du sein est multimodale. Elle associe chirurgie, chimiothérapie, radiothérapie, hormonothérapie et thérapie ciblée. Comme vous le savez très bien, il y a deux types de chirurgie, la chirurgie radicale et la chirurgie conservatrice. Il faut savoir qu'en Tunisie, le ganglion sentinelle n'est pas systématique, ainsi que la reconstruction mammaire après mastectomie qui n'est pas systématique. Malheureusement, en Tunisie, moins d'un tiers des patientes ont une conservation mammaire. Donc, la meilleure série, c'est celle de Dr Messaï. 27,7% des patientes ont eu une conservation mammaire. Et ceci est dû à une taille tumorale qui reste importante au moment du diagnostic. Contrairement aux séries occidentales, par exemple, dans la série de Mayo Clinic, presque 2 tiers des patientes ont une conservation mammaire. Donc, pour la chimiothérapie, je passe rapidement. Il est indiqué en présence de facteurs anatomocliniques d'agressivité, comme l'envahissement ganglionnaire. Et actuellement, les indications de chimiothérapie tiennent compte de la classification moléculaire. Pour la radiothérapie aussi, elle est indiquée en cas de facteurs anatomocliniques de récidive loco-régionale, mais aussi, actuellement, les indications tiennent compte des facteurs biologiques. Et juste pour vous attirer l'attention qu'à partir de 2010, on fait la radiothérapie conformationnelle 3D avec un scanner en position de traitement et un contourage des volumes cibles. Pour l'hormonothérapie, on dispose presque de toutes les molécules qui sont disponibles avec une durée de traitement de 5 à 10 ans et les thérapies ciblées sont indiquées pour les tumeurs surexprimant le HER. Elles sont indiquées en situation adjuvante et actuellement, l'herceptine est disponible en première ligne métastatique, ce qui est nouveau. Donc, je finis par un mot sur le pronostic du cancer du sein en Tunisie. Donc, sachez que la survie globale dans notre pays à 5 ans est de l'ordre de 66 à 67%. On reste inférieur aux pays occidentaux. Par exemple, en Amérique, la survie globale à 5 ans est presque de l'ordre de 90%. Pour conclure, que retenir des états de lieu du cancer du sein en Tunisie? C'est essentiellement la fréquence du cancer du sein chez la femme jeune, la fréquence des formes localement avancées et des formes métastatiques. Nos points forts, c'est la prise en charge des patientes en réunion de concertation pluridisciplinaire et cette prise en charge se fait conformément aux recommandations internationales, bien sûr dans les limites des moyens disponibles. Cependant, on a certaines insuffisances, essentiellement dans le retard diagnostique. Ceci est dû certes à un niveau socio-économique, mais aussi à la disponibilité des examens complémentaires de diagnostic. On n'a pas de programme national de dépistage. Pour le bilan d'extension, la PET reste un maillon faible pour le bilan d'extension. Pour la chirurgie, le ganglion sentinelle qui n'est pas systématique et donc en cause plus de comorbidité pour les patientes opérées. La disponibilité des produits de chimiothérapie et d'hormonothérapie, et là c'est une galère pour nos collègues chimiothérapeutes, et nos délais par rapport à la radiothérapie. Mais quand même, on doit garder l'espoir, peut-être que le meilleur reste à venir. Et merci pour votre attention.